Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Boris. Bonjour Christine. Merci d'être là pour ce deuxième entretien. Donc tu as envie de nous parler de cet ouvrage Le Point Zéro, qui n'est pas qu'un ouvrage, qui est aussi un projet, un mouvement, et tu nous en parleras davantage. Donc tu avais mis l'accent notamment dans le premier entretien sur l'importance des récits. Donc on vous laissera revenir à l'écoute de ce premier moment. J'espère qu'il vous inspirera. Et ce matin, ce que nous allons faire, c'est de parcourir une autre étape dans l'ouvrage où tu donnes des clés de compréhension pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, ce que nous avons perdu, ce que nous avons développé et vers quoi, quelle est la situation qui impose qu'il y ait un changement radical. Est-ce que tu serais d'accord avec la présentation de ces éléments? Oui, très volontiers. Ouais. Alors, je te laisse la main pour que tu prennes le fil par le bout que tu veux. Vas-y. Oui, très bien. Je te laisserai rebondir quand tu sens que c'est pertinent. C'est vrai que la dernière fois, nous avions parlé de l'importance des récits. Alors, je vais peut-être tout simplement repartir là-dessus, parce que je pense que nous n'insistons jamais assez sur ce sujet, tellement c'est important. D'abord, pour expliquer que les récits, c'est inséparable de la façon dont notre conscience produit de la connaissance, et c'est même inséparable de la perception que nous avons de la réalité. Et on a tendance souvent à se dire que bon, les récits, ok, c'est un peu les fictions qu'on consomme, les histoires, etc. Mais il faut bien comprendre en fait que c'est à travers le langage et donc à travers les récits que nous comprenons le monde, tout simplement. Donc, en d'autres termes, que tout est récit, tout. C'est-à-dire que vraiment, quand tu prends, si ce n'est que les grands champs de production du savoir à travers le temps, je pense à ce qui était au départ la pensée cosmogonique, qui est devenu le polythéisme, qui est devenu la religion monothéiste, et puis entre-temps l'apparition de la rationalité, la philosophie, puis c'est devenu plus récemment la science. Tout ça, ce sont quand même fondamentalement des récits, au sens où tout ce champ-là se déploie à travers des paradigmes, des systèmes de croyances, etc. Évidemment, c'est un peu choquant parce que tu vas me dire, mais non, mais la science, c'est pas vrai, ça pour le coup, c'est pas la même chose que le reste puisqu'il est objective. Mais même en science, on va quand même retrouver un certain nombre de mythes, de récits fondamentaux. On peut penser au déterminisme, au causalisme, à des choses comme ça en fait qui vont vraiment se rapprocher très très finement de l'interprétation qu'on va avoir du réel. Mais le réel, c'est essentiellement un mystère. On ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. C'est-à-dire que même en science, on se pose des tonnes de questions, on fait plein d'hypothèses, c'est pareil en philosophie, etc. Même les religions qui ont produit beaucoup de certitudes, en fait, au départ, elles se posaient surtout beaucoup de questions. Et en fait, les récits, ça vient répondre à tout ça. Et justement, le champ dans les sciences qui fait plus de découvertes là-dessus, ce sont les sciences cognitives et les neurosciences qui disent finalement, on pense qu'à chaque seconde, le nombre de petits morceaux d'informations qui arrivent au cerveau se compte plutôt en millions, voire en dizaines de millions, et que dans tout ça, finalement, notre conscient n'en retient qu'un tout petit nombre qui est filtré par les récits dominants dans lesquels on a grandi. Voilà. Et ces récits, on le disait la dernière fois, mais je vais un tout petit peu revenir dessus. Ces récits, en fait, ils se déploient pas qu'au niveau individuel, parce que on se dit, nos cas, chacun d'entre nous est piloté par des récits, mais en fait, il existe des récits qui sont au niveau familial. Il y a bien sûr des récits familiaux qui sont très importants dans la façon de construire notre perception de la réalité comme enfant. Mais il y a aussi des récits à des échelles, on va dire, plutôt communautaires, un peu plus larges, tribu élargie, disons, on va dire. Il y a des récits, bien sûr, au niveau des organisations. Les entreprises sont des récits, littéralement. Il y a des récits au niveau des nations, il y a même des récits au niveau des civilisations. Et puis il y a même des récits qui sont des récits un peu intérieurs. Tu vois, si tu penses aux conflits
déchirants qui ont traversé, par exemple, la vie de quelqu'un comme Vincent Van Gogh. Il avait tout le temps en lui son saboteur interne qui lui disait tu vois rien, tu vas pas y arriver, et puis la part de lui qui disait mais si, tu es un artiste magnifique, vas-y, etc. Et chacun d'entre nous en fait bataille, voilà, et il fait des choix entre les récits qui s'expriment en lui, quoi. Donc c'est ça les récits, c'est présent absolument partout. Oui, et comme tu l'as nommé, ces récits font des paradigmes, c'est-à-dire qu'ils se cristallisent à un moment pour donner un déterminisme, un modèle de société. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ce sont telles valeurs, tels comportements qui sont primés. Et d'où l'importance aujourd'hui de regarder la pluralité de ce qui nous est proposé pour arriver à co-construire la suite. À la fois tout ce qui nous détermine et à la fois tout ce qui est proposé pour voir si on peut retrouver une issue positive. Donc, merci pour ce rappel introductif. Est-ce que tu peux nous parler justement de quelque chose qui est une grande partie de ton ouvrage pour expliquer les enfants du néant qui succèdent aux enfants de la source? Est-ce que tu veux nous en dire plus qu'un mot? Oui, alors je veux bien développer ça. Peut-être juste avant, je vais d'abord rebondir pour faire l'articulation par rapport à ce que tu viens de mentionner. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait se dire qu'idéalement, les récits, ce sont jamais que des outils, quoi. Finalement, tu vois, quelque part, des boussoles, des cartes qu'on va utiliser pour naviguer dans ce mystère qu'est le réel. Hein. Et encore une fois, je le rappelle, personne ne peut vraiment dire ce que c'est. Toute la beauté de la chose, toute la beauté de l'existence humaine, c'est justement d'aller découvrir des aspects de ce mystère à travers des récits successifs que nous allons produire. Mais en fait, ça ne se passe pas trop comme ça. C'est-à-dire, ça se passe plutôt comme tu le mentionnais. Pourquoi? Parce que l'être humain est extrêmement dépendant. Ça aussi, on l'avait évoqué la dernière fois, mais je pense que c'est important de le réancrer. L'être humain est extrêmement dépendant du groupe et des autres pour survivre. Donc déjà, ça va introduire une sorte de biais dans le rapport au récit, qui est que finalement, au bout d'un moment, un groupe va faire émerger un récit qui va lui permettre de faire corps, qui va permettre en fait de créer une unité, une cohésion à l'intérieur du collectif. Et évidemment, avec le temps, eh ben, on va de moins en moins interroger ce récit, parce que ce récit est ce qui va être perçu comme d'une part comme le garant en fait de cette cohésion collective, et puis aussi tout simplement c'est très rassurant, parce que quand nous avons un récit qui nous dit ce qui est vrai, ce qui est faux, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, et puis s'il existe, ce qu'il attend de nous, etc., etc. Bah, évidemment, ça devient de plus en plus difficile d'interroger ce récit, à plus forte raison, parce que les récits tendent à ne pas rester que des récits. C'est-à-dire qu'évidemment, au bout d'un moment, autour du récit, qui est un peu une espèce d'infrastructure psychique, on va construire toute une superstructure qui va notamment passer par des rituels, et puis ensuite ça va même s'incarner par des institutions, par etc. Donc tout ça, si tu veux, ça va se concrétiser, quoi, se cimenter à travers tout ce qui va faire société, quoi. Et donc évidemment, quand ensuite il s'agit de faire bouger un récit, ça devient extrêmement difficile, parce que tout ça, ça s'est figé, ça s'est bétonné. Et donc toute l'histoire humaine, c'est un petit peu cette histoire où justement on va produire des récits, produire des narratifs, produire des histoires par rapport à des situations données. On voit très bien que dans les moments de crise, finalement, c'est les récits qui vont permettre à la population d'aller se mobiliser, d'aller trouver des solutions. On a absolument besoin finalement des récits pour créer de l'engagement. Et en même temps, une fois que le récit s'installe, là où il apportait une solution, il peut devenir paradoxalement dangereux, ou en tout cas plus opportun, parce que la situation, elle va changer, la vie, elle va apporter des nouveaux défis à relever, mais là, à ce moment-là, il faut réinventer le récit, et les anciennes structures vont résister. Voilà, donc c'est un peu tout ça aussi, hein, le processus entre la création des récits et puis les défis permanents apportés par la vie qui t'influent toujours surprenant, quoi. Et c'est pas et comme tu le mentionnais, l'important c'est vraiment la vie sociale que nous avons, le collectif, qui va être un moment une silice, hein, c'est-à-dire qui va sédimenter, qui va nous mettre un poids phénoménal sur ces récits, au sens où quand on veut s'en éloigner, quand on veut le critiquer, c'est très difficile puisque on va avoir les besoins d'appartenance et besoins de reconnaissance qui vont se greffer à la capacité individuelle à pouvoir s'exprimer et avoir une opinion. Donc, si on est en train de dire peut-être que le récit, là, celui-là ou celui-là, c'est pas tout à fait OK, on aurait peut-être des choses à dire. Le risque pour cet individu, c'est la mise à l'index, c'est le rejet. Et c'est tellement difficile socialement à vivre, psychologiquement dans un sens, mais ça peut avoir des impacts
dans ses actions de tous les jours, que ça conforte le récit à s'entretenir lui-même, parce qu'on sent bien que le ciment social est à la fois structuré par le récit et que tout le monde tient ensemble si on tient le récit ensemble. Donc, je te repasse la main. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, je veux bien remonter en résonance là-dessus parce que là, tu soulèves quelque chose qui est extrêmement important. C'est que finalement, pour survivre dans le temps, les collectifs humains, ils ont besoin de 2 principes. Il va falloir qu'ils trouvent un équilibre permanent entre ces 2 principes. On va dire même il y aura une harmonie entre ces 2 principes. Le premier principe, c'est que, comme on le disait, c'est très difficile d'avancer ensemble s'il n'y a pas une cohésion. Donc, il faut bien un élément en fait qui va un peu fédérer, coaguler, si je puis dire, tous les individus autour d'une vision et d'un élan commun. Pour qu'on puisse se dire dans le temps en fait ce qu'on va réussir à faire, les projets, une direction, etc., etc. On voit très bien que toutes les organisations, bien sûr, ont besoin de ça. D'un autre côté, si tout le monde pense, agit exactement pareil, c'est pas bon non plus pour un collectif, évidemment. Donc évidemment, c'est aussi très intéressant d'avoir des individus qui vont amener des dissonances, qui vont amener des ruptures, qui vont amener des discontinuités de point de vue dans le système, parce que c'est notamment ça qui va permettre ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en face d'une situation où il faut très vite, par exemple, trouver des solutions pour résoudre une crise, on peut penser à Apollo 13, là, avec les 3 gars qui sont perdus dans l'espace, et en 1 heure, là, il va falloir que les ingénieurs de la NASA trouvent un truc génial pour leur sauver la vie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que justement, parce que tu as 4-5 personnes avec des points de vue très très différents, eh ben on va réussir à trouver une solution géniale. Donc en fait, on voit bien que l'équilibre des récits, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même un récit collectif, quelque chose qui, hop, nous entraîne de l'avant, et en même temps, il va falloir que l'individu, lui, il trouve sa singularité dans tout ça, avec son propre récit, qui va être en quelque sorte dans une tension fertile vis-à-vis du récit collectif. Alors donc, idéalement, quand on va raconter tout ça, on comprend bien que ce qu'il faudrait, voilà, pour trouver cet équilibre, c'est que ce récit collectif s'alimente, voilà, pousse finalement les individus à trouver vraiment ce qui les rend uniques et leur récit individuel, et qu'en retour, eux-mêmes, en fait, à y alimenter le récit collectif. Mais on voit bien que dans la vraie vie, quand on prend le XXe siècle avec le nazisme, où tout le monde était voilà, complètement dans le dogme de on disparaît complètement dans la foule et puis on suit le guide quoi qu'il raconte, les sectes, les machins, etc. Souvent l'humanité, c'est pas ça. Néanmoins, à certains moments, justement, et notamment au début de l'histoire de l'humanité, cet équilibre, justement, l'humanité va être capable de le trouver. Et c'est ça qui va lui permettre, pas seulement de survivre, mais de se développer à des très très hauts degrés en termes de puissance cognitive, physique, etc., etc. C'est intéressant là encore ce que nous raconte l'anthropologie sur le sujet, puisqu'elle nous dit que finalement l'Homo sapiens, il va trouver son point maximum de développement justement avant l'entrée dans ce qu'on appelle l'ère de la complexité, la sédentarisation qui va apparaître avec l'invention de l'agriculture. C'est là où le développement des squelettes, des bois crâniennes est vraiment atteint son maximum. Ce qui est souvent pas l'image qu'on a de l'humanité. On se dit, non, c'est justement quand on va commencer à se sédentariser avec l'agriculture que ça y est, les êtres humains, ils vont bien manger, ils vont se développer, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas la réalité, en tout cas, que dévoilent les anthropologues et les biologistes sur le développement de l'être humain. Et je pense que ça a beaucoup à voir justement avec cet équilibre qui va être retrouvé dans les récits. Et donc, en fait, justement, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est que là encore, on a je pense des images un petit peu d'Épinal qui correspondent pas à la réalité sur ce qui était l'humanité première. Et on la voit souvent comme le groupe est hyper dominant, le groupe est écrasant, quoi. Tout le monde est dans une espèce de directionnalité donnée par le groupe où l'individu n'existe pas du tout. C'est pas vrai du tout, ça. Ça encore, toutes les études aujourd'hui de l'anthropologie montrent de plus en plus que ce qui est omniprésent chez ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire l'humanité nomade qui se déplace un peu partout à travers la planète dans des groupes de quelques dizaines de personnes au maximum, parce que c'est vraiment ça le modèle de toute l'histoire de l'Homo sapiens qui va s'étaler sur plus de 300 000 ans. En fait, au contraire, c'est cet équilibre précisément entre le collectif et l'individu. C'est-à-dire que le collectif va fournir un récit très puissant et qui va être en fait ce que moi j'ai appelé dans mes travaux le récit des enfants de la source. Alors pourquoi j'ai appelé ça le récit des enfants de la source? C'est parce que quand on essaye de voir les points communs entre tous les premiers récits collectifs qui ont été élaborés finalement par l'humanité première, dont on a la trace aujourd'hui parce que l'ONU nous dit qu'il y a plusieurs centaines de millions de
de personnes qui vivent encore, en fait, dans une situation qui est proche de l'humanité avant les civilisations, les aborigènes, hein, qui ont plus de 50 000 ans, les San, en Afrique australe, qui ont certainement plus de 30 ou 40 000 ans, les Inuits, les Papous, les Amérindiens. Puis bon, récemment, on a beaucoup parlé des Kogi aussi, qui est un peuple tout à fait remarquable. Si on prend tous ces peuples-là, on a en fait un type de récit qui est très particulier, qu'on appelle le récit cosmogonique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le récit cosmogonique? C'est un récit qui va répondre à toutes les grandes questions de l'existence, qui sont des grandes questions métaphysiques, hein, dans lesquelles on peut pas vraiment on peut pas trancher en disant oui ou non, parce que tout est possible. Donc voilà, est-ce que l'homme est libre? Est-ce qu'il existe quelque chose de plus grand que nous? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est quoi la finalité de l'existence? Pourquoi le monde existe? Voilà, toutes ces questions-là. Et ben en fait, l'humanité première va élaborer un récit puissant qui va fondamentalement répondre. Et ben finalement, la vie c'est une aventure. La vie c'est une épopée, parce que tout ce qui existe vient d'un seul principe, la source. Alors ça va prendre des noms très très différents selon les traditions, hein, on va pas du tout l'appeler de la même manière, mais quand même on a toujours l'idée en fait que c'est un seul point qui va produire tout le système. Voilà. Donc il va créer tout ce qui existe, et tout ce qui existe c'est pas uniquement ce qu'on voit, hein. Dans la pensée cosmogonique, il y a des plans de réalité différents. Et en fait, le monde dans lequel on est, le monde physique, hein, parce que ça, ils vont très vite comprendre qu'on est effectivement dans un monde matériel, etc. Ils vont pas attendre la science pour comprendre ça. Mais il y a d'autres plans de réalité, et donc dans ces plans de réalité, il y a une espèce de grande maman ou de papa, hein, ou de les deux en même temps, qui va finalement essaimer, qui va se ramifier à travers tout un réseau finalement de conscience, et ça va donner naissance à tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe, ça vient d'un seul principe. Donc une plante, une étoile, un esprit, etc. Tout ça, ça vient d'une même source. Alors pourquoi cette source en fait se ramifie? Justement pour faire des expériences. Ce qu'elle veut, elle est curieuse, donc en fait, elle veut essayer de voir ce que c'est finalement. Si étant une, elle va devenir multiple. Et en étant multiple, bah, elle va devenir en fait une rivière, une étoile, voilà, un loup, etc. Et tout ça, ça va interagir et ça va faire des histoires justement. Ça va créer des aventures. Donc c'est ça qui est très beau, c'est que c'est une sorte de méta-histoire qui dit bah, finalement pourquoi le monde est apparu, bah, justement pour générer plein d'histoires passionnantes. C'est un peu ça le truc. Et donc, ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que cette histoire cosmogonique, ce récit cosmogonique produit par les peuples premiers, il va servir de matrice pour que chaque individu dans le groupe vive sa propre histoire. Et alors, comment ça se passe dans ces peuples premiers? C'est que finalement, on va raconter cette histoire aux enfants, mais on va dire, bon, bah voilà, en fait, l'histoire, elle va quelque part, t'auras pas la fin, t'auras pas la conclusion, parce que c'est toi, qui à ton niveau, va raconter la suite. Et alors, comment ça se passe chez les peuples premiers? C'est que très très tôt, souvent dès 11 ans, 12 ans, et ben les enfants, ils vont vivre un grand rite initiatique. Et ce rite initiatique, il a pour objectif de les amener à puiser dans leurs propres ressources pour surmonter une épreuve, qui souvent va être très intense, hein, qui va vraiment les mettre pratiquement, enfin en tout cas devant la possibilité de mourir, même si c'est pas pour de vrai, hein, mais eux, ils ont besoin de croire ça. Et là, en fait, ils vont commencer à toucher leur propre histoire. Ça peut être aussi des quêtes de vision, hein. Parfois, en fait, ils vont vivre des quêtes chamaniques. Et par exemple, l'enfant ou le jeune adolescent, il va partir dans le désert et puis il va partir à la recherche finalement de un indice qui va lui montrer ce qu'il a d'unique. Et souvent, ça va se manifester par une vision qu'il va avoir. Et dans cette vision, il va avoir un animal, un insecte, parfois un esprit, etc. En tout cas, un symbole qui va lui apparaître, qui va dire, mais toi, tu es venu sur Terre parce que tu vas développer un talent particulier que tu vas amener dans le collectif et qui va transformer le monde positivement. Voilà. Et en fait, c'est là où je commence vraiment, moi, à élaborer ma propre histoire. Et donc, je vais vivre plein de choses, des épreuves avec mon groupe et tout ça. Et mon histoire va aller régénérer et faire grandir l'histoire du collectif. Donc, c'est très beau cette histoire, hein, justement, parce que ça connecte le récit collectif et le récit individuel qui vont se nourrir l'un l'autre. Et c'est aussi une dernière caractéristique tout à fait fascinante de ces peuples premiers, c'est qu'ils ne voient pas le récit comme une production, évidemment intellectuelle, comme nous on le fait aujourd'hui. Ils voient vraiment le récit comme un être. C'est un être vivant, le récit. Et d'ailleurs, tout est un être, hein, une émotion aussi c'est un être, comme je le disais, un nuage, etc. Et donc, en fait, le récit est un être qu'il va falloir respecter, qu'il va falloir nourrir. Et comment tu nourris le récit collectif? Eh bien, justement, toi-même en étant courageux et en progressant dans ton propre chemin de vie. Et en fait, tous ces récits-là vont fonctionner en harmonie, en équilibre.
Et alors, avec une différence effectivement patente sur la source de la source, à travers ce que tu dis, c'est-à-dire que pour les peuples premiers, ils sont nourris par la source via des messages directs qui nous semblent très compliqués à comprendre, nous, avec ce que Mm. nous appelons la rationalité cartésienne, mais en fait, ça vient, pour faire le plus simple possible pour les auditeurs, par rêve, par exemple, pour les plantes, etc., parce que ça avait toujours été un questionnement jusqu'à ce que je trouve l'information. Je m'étais dit, mais comment est-ce qu'ils pouvaient savoir dans ces grandes forêts qu'est-ce qu'il fallait utiliser pour faire quoi? Et donc, en fait, les enfants de la source ont à voir aussi avec le fait que l'accès à l'information est transcendant. Il vient de la source. Donc, c'est effectivement pas l'humain qui décide d'un discours et qui le construit. À l'inverse de notre civilisation, on va dire occidentale, pour faire simple, il n'y a pas que celle-là qui l'a fait, mais c'est celle-là qu'on connaît le mieux, qui va, entre guillemets, on s'arrête, on se pose des questions, on se dit c'est quoi l'origine du monde et tout ça, et on va la penser à partir de nous-mêmes. Donc ça donne pas du tout le même sens, la même orientation entre l'origine de ce qui fait source cosmogonique. Je repasse la main. Ouais, mais t'as complètement raison, et je rebondis d'ailleurs là-dessus, parce que moi, je fais une distinction assez importante entre deux termes qu'on utilise finalement avec beaucoup de proximité, voire quasiment de façon équivalente, qui sont en fait la connaissance et le savoir. Donc, le terme de connaissance, étymologiquement, ça veut dire naître avec. Et l'humanité première, elle va beaucoup plus être dans un mode de rapport au réel, qui est dans naître avec. Dans le sens où l'information, comme tu le soulignais, ne va pas venir par un canal en fait qui est mental. Et d'ailleurs, ça, c'est tout un débat aussi qu'on retrouve dans l'anthropologie, parce que certains disent, eh ben, finalement, l'humanité première, c'était un peu des mauvais scientifiques. Bon, ils n'avaient pas vraiment compris toute la méthode scientifique, mais fondamentalement, ils ont fait des découvertes comme nous, en observant et en faisant des hypothèses, bon, même si c'était très rudimentaire et confus, mais c'est comme ça qu'ils ont découvert des trucs. Et puis, il y a toute une branche qui dit, oui, mais alors franchement, s'il faut à chaque fois faire des tas d'itérations pour apprendre quoi que ce soit, pour survivre, compte tenu que l'homme est quand même très très mal équipé biologiquement pour ça, parce qu'on l'avait dit, hein, pas de griffes, pas de crocs, pas d'armure, etc. Donc la seule manière de survivre, c'est de très vite décoder les schémas dans le monde qui nous entoure. Il y a peut-être une autre manière en fait d'accéder à l'information. Alors là, il y a tout un champ qui s'ouvre, hein, qui commence à être redécouvert justement par la science. Je pense qu'on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Il y a un bouquin qui est vraiment assez intéressant à lire qui s'appelle The Cosmic Serpent, DNA and the Origin of Knowledge, qui est donc un bouquin de Jeremy Narby, qui est un chercheur de Stanford, qui justement a fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il est allé voir notamment en fait les chamans des tribus amazoniennes pour leur dire mais dis donc en fait c'est quand même un petit peu compliqué la recette du curare quoi. Quand on regarde quand même, faut que le cure soit 112 heures, faut récupérer 8 plantes différentes qui sont quand même voilà en fait à plus de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de distance. Comment vous avez su qu'il fallait réunir tout ça pour faire cette recette? Donc l'explication rationnelle c'est on a essayé plein de fois et au bout d'un moment comme ça sur un gros coup de bol en fait on a découvert le curare. Mais en fait, ce qu'expliquent les chamans amazoniens, c'est pas ça du tout. Ils ont dit à Jeremy Narby, en fait, c'est très simple, on a pris de l'ayahuasca, parce que bon, ça, ok, c'était assez facile à faire, et l'ayahuasca nous a montré plein d'autres trucs, pour ensuite arriver à chasser, quelle plante était bonne, quelle plante était mauvaise, etc. Et que fait l'ayahuasca, parce que c'est une forme de psychédélique, alors de notre vision à nous, hein. Dans leur vision à eux, c'est la mer sacrée qui les connecte en fait au serpent cosmique. Et que fait l'ayahuasca? C'est un ouvreur de conscience, donc l'intuition qui est déjà présente et va encore plus l'accroître en fait. Voilà. Et alors là, tu as vraiment deux paradigmes. Hein. C'est qu'est-ce que c'est finalement l'information, quoi. Et puis il y avait un truc qui n'a pas été tellement souligné justement par la voie scientifique, c'est que si tu comptes apprendre des personnes qui sont allées tester le champignon machin, le truc bidule et tout, le problème c'est qu'ils sont morts, donc ils peuvent pas venir te dire de quoi ils sont morts. Et bien sûr. Enfin, c'en est presque stupide le truc, tu vois. Ah bah oui, tu as raison. Ça fait une boucle logique. On n'en sort pas, quoi, en fait. Mais c'est tout. Et en plus, le gars qui meurt dans un endroit, que ce soit une forêt ou une jungle, ça veut pas dire qu'il meurt juste à côté du champignon. Donc, c'était complètement débile le truc. Mais on va pas s'étendre. Non, mais si tu veux, mais ça, c'est d'autant plus passionnant que quand tu prends même l'origine des grandes découvertes scientifiques elles-mêmes, hein, en fait, tu vas retrouver cette question de la connexion à quelque chose qui est au-delà, en tout cas, du mental, au-delà du rationnel, quoi, du mental rationnel, parce que
Bon, voilà, c'est le rôle des rêves. Tu vois, tu disais en fait quelle importance ça a les rêves. Si on prend les rêves, en fait, dans les sciences, c'est extrêmement important. Par exemple, avant de découvrir la théorie de la relativité restreinte puis généralisée, ce qui a notamment été fait avec voilà l'aberration dans l'orbite de Mercure, Einstein, en fait, il avait fait un grand rêve. Quand il avait 15 ans, il se voyait en haut d'une colline et la nuit. Et puis en fait, il se met en boule et il se met à rouler en fait comme ça. Et il disait dans mon rêve, je voyais une espèce de pente infinie. Et donc je roulais de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, les étoiles qui étaient des points au départ dans mon rêve s'étirent pour devenir des lignes. Et de quoi il rêve à 15 ans? Il rêve précisément de la relativité. Là, en fait, le rapport entre l'espace et le temps. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Einstein était un grand dormeur. Hein, il dormait en fait 11 heures, 12 heures par jour. C'était plutôt sa femme d'ailleurs qui faisait les équations, qui était bien meilleure en mathématiques que lui. Et lui, son boulot en fait, c'était de capter l'intuition. Mais il n'y a pas que lui en fait, l'inventeur de la molécule de benzène. En fait, il a vu tout d'un coup un hexagone apparaître dans un rêve et il s'est dit mais c'est ça là, le benzène, etc. Donc il y a plein d'exemples finalement de la façon dont la connaissance nous parvient par des canaux non rationnels. Et d'ailleurs, je pense que si vraiment on allait fouiller derrière les principales découvertes, qu'elles soient scientifiques, artistiques, philosophiques, etc., on verra pratiquement toujours la même chose. Ça vient effectivement de la source. Et après, le mental, il va travailler tout ça. Tu vois, il va le mettre dans des cases, il va en tirer des choses utiles, etc. Il a sa place dans le système. Mais je pense qu'on a développé un paradigme et une croyance qui est certainement en grande partie fausse, qui est que c'est le mental en fait qui découvre. C'est le mental qui trouve, c'est le mental qui a des illuminations, mais c'est pas ça sa fonction en fait. Voilà. Et donc, pardon. Non, c'est moi. C'était cohérent à un moment de l'histoire de la pensée pour s'émanciper du dogme et de Dieu et de ce moment où tout était uniquement piloté par Dieu. L'être humain a eu besoin de s'émanciper et ce faisant, il est allé dans l'autre extrême, c'est-à-dire nier pas de sa propre production. Est-ce que ça serait justement pas le bon moyen d'aller vers les enfants du néant? Parce que j'ai proposé qu'on en parle. Ça fait teasing, mais je pense qu'à la fin, les gens vont être frustrés. Oui, parce que, en fait, tu vois, si on explique les choses comme ça, bon, déjà, on comprend l'importance fondamentale du récit initial, des récits cosmogoniques, hein, mais là, ce que j'essaye finalement d'induire, c'est que même s'il y avait une pluralité de récits et que tous les peuples premiers n'ont pas les mêmes récits, il y a quand même à peu près toujours les mêmes caractéristiques à ces récits cosmogoniques. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Mais du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, dans la vision qu'on a, nous, en fait, de cette évolution, de ce devenir, ce qu'on se dit, c'est bon, ok, au départ, ils pensaient tout ça parce qu'ils étaient complètement naïfs, puis c'était une espèce de système de croyance complètement délirant où ils s'imaginaient des trucs sur la source, sur le fait que tout était vivant, etc. Et ils ont fait ce qu'on appelle des projections anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, finalement, on peut parler aux esprits, il y a des plans de réalité différents, un animal, ça a une âme, etc. Mais tout ça, c'est pas vrai du tout. Et heureusement, nous, en fait, on est devenus rationnels. Et avec le temps, on a découvert que tout ça, c'est pas vrai. Et qu'en fait, l'univers, c'est une espèce de grande mécanique. Que tout est concentré dans le cerveau. La conscience, c'est un produit du cerveau. Et que ça, c'est rationnel. Et que c'est vraiment ça qui est la source de la connaissance. Bon, ça, c'est l'explication dans laquelle on est aujourd'hui. D'accord? En fait, moi, j'ai une vision un petit peu différente de ce qui s'est passé. Alors, attention, l'énorme teasing, tu vois, le choc de conscience gigantesque, ce sont les peuples premiers qui ont raison. Et ouais, voilà. L'univers, il est vraiment vivant. Il est vraiment le produit d'une seule conscience, voilà, qui effectivement s'est déployée à travers tout ce qui existe. Moi, je crois ça. Voilà, j'ai cette naïveté-là. Je le dis, je l'annonce au monde, donc je suis un grand irrationaliste. Et je pense en fait que ce qui s'est passé, c'est que en réalité, l'obturateur de conscience, on parlait, tu vois, l'ayahuasca, tous ces trucs-là, quoi. L'obturateur de conscience de l'humanité, avec le temps, il s'est de plus en plus fermé. Et potentiellement, on a encore tous accès à cette manière de percevoir le monde, on a encore tous accès à cette intuition, à ce flux d'informations qui nous parvient en permanence, mais c'est un langage qu'on ne sait plus parler, en fait, en réalité. Tu vois, parce que cet obturateur, chez nous, notamment chez les Occidentaux, et notamment chez les Occidentaux rationnels, il s'est complètement fermé. Il a été remplacé par autre chose, qui permet de développer d'autres capacités. Attention, je dis pas que c'est forcément tellement mal en soi, mais on explore autre chose. On explore un autre type de rapport au réel. Et comment ça s'est passé tout ça?
Alors moi, dans mes recherches, ce que je crois être en fait à l'origine de ça, c'est qu'il faut d'abord comprendre que, comme on le disait tout à l'heure, l'être humain il est extrêmement dépendant du groupe pour survivre. Et la deuxième caractéristique de l'être humain, c'est que dès que la conscience a commencé déjà à se développer, on a constamment peur. L'être humain est tout le temps soumis en fait à la peur. Pourquoi? Parce que pratiquement à chaque seconde, on peut mourir. Déjà, ça, c'est une première réalité. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les mesures qu'on imagine pour se protéger, nous sommes fondamentalement dans la finitude. Et à chaque instant, nous pouvons mourir. Donc, ça veut dire qu'en fait, la peur est tout le temps présente en nous. Et elle va avoir tendance à réduire effectivement notre champ de conscience. Et en même temps, la peur, c'est très intéressant parce que c'est ça qui va nous amener à nous dépasser sans arrêt. Il y a tout le temps, notamment en générant des récits qui nous donnent l'envie d'aller de l'avant. Et on va dépasser finalement cette peur, être plus grand qu'elle. Ouais, c'est très très bien qu'on soit soumis à la peur parce que la peur rend possible le courage. Voilà. Et donc, que vont faire les peuples premiers pour garder la conscience ouverte, pour la garder ouverte au flux d'informations qui leur arrive en permanence par intuition? Elle va générer ces récits, elle va générer, je parlais des rites initiatiques et d'autres rites, qui vont être des rites de célébration, des rites de réparation, etc. Parce que ce que va comprendre l'humanité première, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux en fait que la peur si elle n'est pas canalisée en énergie de vie. C'est beaucoup plus dangereux en fait que les prédateurs externes. C'est pour ça que facilement tu vas avoir 20, 30, 40% du temps en fait de ces peuples premiers, ça va être des rituels. On va vivre des rituels ensemble en fait finalement pour constamment canaliser et intégrer la peur et en faire une énergie de vie. Voilà. Et donc ça va garder la conscience ouverte et donc le récit cosmique il va continuer en fait à circuler à travers l'individu, à travers le collectif. Sauf que il va se passer quelque chose, c'est que l'être humain, en décodant justement les schémas non réels, va inventer des trucs. Les premières inventions, c'est tout bête, c'est on va commencer voilà le feu, on va commencer à tailler des silex, on va créer des lances, etc., etc. Et puis comme je le disais, il y a une invention qui va être très importante, c'est l'agriculture. À un moment, l'être humain va arrêter de se balader partout, quoi. Il va plus être nomade ou semi-nomade, il va commencer à se sédentariser. Et ça, c'est très important parce qu'on va passer finalement de petites tribus qui dépassaient pas quelques dizaines de personnes à des premières petites villes, en tout cas des communautés agraires, qui vont faire quelques centaines, puis quelques milliers de personnes et qui vont devenir des villes. Alors pourquoi c'est tellement important ce changement-là? Parce qu'en dehors du fait qu'il y a la sédentarisation, c'est aussi l'apparition des premières unités d'habitat permanentes. On voit très bien ça dans les toutes premières villes qui apparaissent en fait dans l'histoire de l'humanité, Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, Çatalhöyük en Turquie, etc. On voit un peu comme des ruches, on reste quand même très très serré. Mais pour la première fois, la famille atomique va apparaître, c'est-à-dire que plutôt que d'être tout le temps en collectif, où on va se réunir tous les jours autour du feu, etc., et pour la première fois, les êtres humains ils vont rester dans des petites maisons, coupés du reste du collectif. Et moi, ce que je pense ce qui s'est passé à ce moment-là, quand on prend Rousseau, quand il parle de l'origine des inégalités, lui dit en fait, c'est avec la propriété que les choses vont commencer à dégénérer complètement. Et lui, sa théorie, c'est de dire finalement, avant, l'être humain, c'est vraiment l'homo pacificus, il est plutôt collaboratif, il vit en paix, en harmonie avec la nature, etc. Et avec l'invention de la propriété, il dit en fait, la première fois qu'un homme a dit « ceci est mon champ », là, c'était vraiment le début de la fin, c'est-à-dire des guerres, des machins, etc. Alors, je suis d'accord avec lui partiellement, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui viennent aussi derrière, notamment effectivement l'invention des premiers habitats. Pourquoi? Parce que avec ça, on va aussi voir apparaître les premières maltraitances. L'être humain, il ne faut pas l'idéaliser. Tu l'as dit la dernière fois, les peuples premiers, il ne s'agit pas de les idéaliser. Ils ont une même capacité à la violence, une même capacité au mal que nous. Simplement, le type de structure sociale, le type de récit dans lequel ils vont être, vont faire que tout ce mal va être canalisé en vie et en collaboration. Et en fait, avec ce basculement qui est très très rapide à l'échelle de l'histoire de l'humanité entre l'apparition de la propriété des territoires, de la sédentarisation et des premières unités d'habitat, il y a ce que j'appelle un fond traumatique qui va commencer à se construire dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est ce fond traumatique? Notamment, c'est tous les enfants qui vont avoir des blessures émotionnelles. Avant, c'était tout de suite repéré dans un petit groupe. On voit tout de suite quand quelqu'un va pas bien. Et tout de suite, on va activer des rituels psychospirituels pour réparer la blessure. On est extrêmement attentif, finalement, à l'économie, on pourrait dire, à la comptabilité énergétique et émotionnelle du groupe. Là, ça va commencer à flotter. Et effectivement, certaines blessures émotionnelles vont commencer à envahir l'esprit de certains individus. Et ça va commencer petit à petit à se propager, à contaminer tout le collectif. Et il y a notamment en fait une discipline extrêmement intéressante qui a été développée
dans les années 70 et 80 par un cercle de psychiatres polonais qui essayaient de comprendre comment tout le mal qui avait été fait par le totalitarisme, le communisme, etc., a pu prendre place. Et eux, ce qu'ils ont théorisé, c'est que dans tout groupe humain, tu as 1 à 2% d'individus qui sont beaucoup plus fragiles psychologiquement que le reste. Donc cette discipline s'appelle la ponérologie. Ponéros, c'est le mal, en fait, c'est quelle est l'origine du mal. Et ce qu'ils disent, c'est que ce 1 à 2%, tant qu'il y a un cadre très fort dans le groupe d'intégration en continu des blessures émotionnelles, ça va. On arrive quand même à gérer ces gens qui sont un peu plus fragiles que les autres. Mais si jamais ce cadre se relâche, qu'est-ce qui va se passer? Ce 1 ou 2%, eux, ils ont un récit intérieur qui est différent du reste. Eux, leur récit, c'est pas la source, c'est pas la vie, c'est pas ça du tout. Hein. Eux, en fait, c'est j'ai été blessé, c'est la faute des autres, il faut qu'ils payent, en fait. Voilà, c'est des choses comme ça. Ou c'est dire, oui, on me raconte qu'il y a la source, qu'il y a l'amour, machin, tout ça, mais pourquoi est-ce que moi je souffre autant? Et évidemment, ça va être aussi tous les orphelins dont le groupe va plus s'occuper, c'est toutes ces choses-là, en fait. Tous les gens qui vont décrocher du collectif. Et ces gens-là, en fait, ce qui va se passer, ce qui explique la ponérologie, c'est que ils vont commencer à dissocier. Ils sont pas capables d'adresser leur propre douleur intérieure. Ils ont des émotions qui sont beaucoup trop violentes et beaucoup trop douloureuses. Donc, en fait, ils vont dissocier ça. Ils vont le projeter sur l'extérieur. Ils vont pas adresser directement leur souffrance. Et ils vont dire, en fait, ça vient pas de moi. Le problème, c'est les autres. Donc, puisque le problème, c'est les autres, il faut réparer mon problème en réparant le collectif. Ce qui amène dans une projection complètement délirante, en fait, en réalité, où je vais chercher à prendre le contrôle du groupe par rapport à un problème que je suis pas capable de régler en moi, en fait, finalement. Et la ponérologie explique, finalement, il y a le 1% là qui est vraiment pas bien, mais il y a 10 à 15% dans tout collectif qui est émotionnellement un peu moins sécurisé que le reste. Donc ce 1%, il va commencer à manipuler, à raconter des nouvelles histoires, qui sont pas des histoires, si tu veux, de la source, quoi, mais plutôt des histoires de peur et de séparation. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les premières communautés humaines, certainement, tu as eu ces premiers profils de leaders qui sont un peu plus construits sur des traumas, qui vont commencer à raconter au groupe, mais quand même, la nature qui était conçue comme une mère pendant très longtemps, elle est peut-être dangereuse en fait. Donc il faut s'en couper beaucoup plus. Il faut créer des murs beaucoup plus forts, etc., parce que c'est ça qui va nous protéger. Et puis au bout d'un moment, tu vois, tu as la communauté d'en face, et on va dire, mais la communauté d'en face, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont que des bonnes intentions vis-à-vis de nous? Est-ce que finalement, quand même, ils pourraient pas à un moment lorgner un peu sur nos terres, puis regardez là, en fait, ils sont en train de cultiver trop près de nous, etc., etc. Et donc, le récit va commencer à s'altérer. Ça va plus être un grand récit, en fait, où tous ensemble, on vit une grande aventure de conscience, on s'entraide et tout ça. On commence à avoir des ennemis partout, en fait. Mais je le rappelle, tout ça, ça vient vraiment d'une blessure émotionnelle non traitée chez quelques personnes. Et petit à petit, donc, ce 1%, il va instrumentaliser les 10 à 15% émotionnellement insécure, et il va commencer à prendre tout le contrôle du collectif. Et là, tu vois bien, en fait, qu'on n'est plus dans le récit d'amour, de lumière, de conscience, de vie, machin initial. On est dans autre chose, en fait. Ça commence à aller dans autre chose. Je vais faire une petite incise avec ce que tu dis. Ça permet de mieux comprendre la vie dans nos pays occidentaux, où on a une pluralité de personnes sur notre territoire, avec des gens qui peuvent avoir des blessures d'une très grande diversité et intensité. Et quand en même temps, on a un énorme changement de paradigme de civilisation qui bouscule le récit fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de récits, mais en fait, il n'y en a plus aucun qui tient la route, qu'en même temps, on n'a plus un cadre qui tient suffisamment, c'est-à-dire que la conséquence d'un récit qui a explosé fait qu'il n'y a plus un cadre institutionnel fort qui permet de tenir le social ensemble, et qu'en parallèle de ça, il y a de plus en plus de personnes pour des histoires de vie multiples et diverses qui ont des blessures tellement fortes et qui s'agrègent et qui nourrissent des récits de division, comme tu le dis, ça permet de mieux comprendre les confrontations que nous vivons, les violences que nous vivons, les difficultés que nous vivons. Je ne vais pas aller plus avant sur l'explicatif, mais c'était simplement pour aussi permettre aux auditeurs de comprendre l'articulation des trois composantes pour montrer comment c'est compliqué aujourd'hui sur notre territoire aussi. Ah ouais, mais complètement. Et en fait, ce que je sens, tu vois, pour compléter là ton analyse, c'est aussi de parler du rôle des grandes inventions, finalement, techniques, qui vont traverser toute l'histoire de l'humanité, que nous avons tendance à voir de façon très neutre, en fait. C'est-à-dire que finalement, tu vois, aujourd'hui, je prends mon téléphone, je dis oui, mon téléphone, c'est un outil. Mon téléphone, ça permet d'appeler des gens, de voir, d'aller sur Internet, machin. Pareil sur ma télé.
Pareil sur les murs de ma maison, tout ça, en fait, c'est là. Tu vois, c'est des choses qu'on interroge très, très peu. En fait, il faut bien voir que toutes les inventions techniques, depuis les premiers outils qu'on a inventés, pense-t-on, il y a déjà des millions d'années, jusqu'à la découverte du feu, jusqu'à la roue, jusqu'à l'agriculture, jusqu'à etc., jusqu'au téléphone portable, aux intelligences artificielles, tout ça a un effet de retour extrêmement important sur notre psychisme et sur notre corps, les deux. Et en fait, à la fois, c'est formidable, hein, parce que je suis pas du tout en train de critiquer, si tu veux, tout ça, parce que ça nous a permis de nous affranchir de la contrainte de survie à l'état de nature. Donc ça, c'est une très bonne chose, très positif. Mais il y a aussi quand même un côté négatif à ça, c'est que ça nous rend de plus en plus paresseux. Ça nous rend en fait de moins en moins dépendants, mais dépendants dans le bon sens les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on s'appuie de moins en moins sur l'entraide, et on va surtout de moins en moins nourrir le récit collectif. Pourquoi? Parce qu'on a cette illusion qui est de dire, bah, de toute façon, la technique, ça nous protège. Moi, si j'ai un problème, j'ai ma maison, j'ai mon compte en banque, j'ai tous mes trucs, donc pourquoi je m'emmerderais, en fait, à continuer à nourrir des relations avec mes voisins? À quoi ça me sert, en fait? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à me préoccuper de ce qui arrive à la nation dans laquelle je suis, finalement? Parce que, bon, finalement, voilà, j'ai ma petite bulle technique qui me protège de tout, quoi. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à chaque fois que notre confort matériel augmente, à chaque fois que nous avons des inventions techniques qui augmentent notre pouvoir sur le monde, eh ben, le prix à payer, c'est qu'il y a une baisse en conscience, en fait. Il y a une baisse dans la capacité d'entraide. Il y a une baisse dans, en fait, le rapport qu'on a au cosmos, justement, cette ouverture-là, qui fait qu'on reçoit l'information directement, etc. Tout ça s'atrophie, en fait. Et donc, le véritable défi des civilisations, c'est d'arriver à continuer à progresser techniquement, hein, parce qu'encore une fois, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter, c'est pas du tout l'idée, hein. Je pense que la vie, c'est un mystère. Moi, j'adore, tu vois, les séries de science-fiction, Star Trek, où on part dans l'espace et tout ça. Mais la question, c'est comment on reste conscient. Alors conscient et en sachant qu'en plus aujourd'hui, on a une baisse de la cognition. C'est-à-dire qu'on a la délégation, enfin, sans maîtrise des outils, notamment l'IA, c'est-à-dire si on ne sait pas piloter l'IA avec intelligence, en sachant quoi lui déléguer et que conserver, et qu'en fait ça nous permet d'augmenter nos capacités cognitives au lieu de les déléguer, la paresse dont tu parles, elle se traduit et par une baisse de conscience et par une baisse de cognition. Et là, le récit collectif que nous entretenons, il est encore plus faiblard. Et si on conjugue l'instrumentalisation de la peur généralisée, eh ben, ça fait des peuples entiers soumis à n'importe quelle dictature. Absolument. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, l'IA, il y a un film qui montre très bien ça, qui est Wall-E, où on voit cette population qui s'est totalement reposée sur la technologie pour résoudre la totalité de tous les problèmes de l'humanité. Sauf que ça crée des systèmes qu'on qualifie d'hyper fragiles. Pourquoi hyper fragiles? Parce que s'il y a le moindre dysfonctionnement et que la technologie ne peut plus fonctionner comme elle le faisait, alors là, tout le système va très rapidement s'effondrer. Et c'est malheureusement ce qu'on a développé aujourd'hui parce qu'on a beaucoup accru le pouvoir technique, hein, ce que disait Einstein, en fait, il n'y a rien de plus dangereux finalement quand le niveau de pouvoir dépasse le niveau de conscience, et on est en plein dedans là aujourd'hui. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on remonte en conscience? Et en fait, remonter en conscience, là on fait toute la boucle de toute l'histoire humaine depuis le récit initial, c'est qu'il faut revenir à la question du récit. Parce qu'au fond, voilà, tu me posais la question, qu'est-ce que c'est le récit des enfants du néant? C'est que petit à petit, on partait d'un récit qui était un récit dit, qui disait tout est conscient, tout est vivant, tout est interdépendant. Nous sommes tous co-responsables finalement du collectif. Nous sommes tous responsables de notre croissance personnelle et de confronter nos peurs en permanence. Voilà, donc c'est très très beau parce qu'on est vraiment, on part d'une situation qui est d'un très haut niveau de conscience et une très grande harmonie. Et on va arriver quasiment à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va arriver à un récit, et c'est ça qui est très fort, qui est omniprésent, mais que plus personne ne voit. Et ce que j'appelle le récit des enfants du néant, c'est pratiquement l'inverse du récit des enfants de la source, hein, c'est-à-dire que ça dit, eh ben, en réalité, l'univers, ça n'a aucun sens. En réalité, l'amour, ça n'existe pas, ça n'est qu'une illusion. En réalité, l'autre, c'est un ennemi, il faut s'en méfier en permanence. En réalité, tout est menaçant, donc il faut en fait, c'est vraiment la paranoïa permanente, quoi. C'est ça, en fait, le récit des enfants du néant. Et surtout, à la fin, tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir, et après, c'est le néant. Voilà. D'où le récit des enfants du néant. Et ce qui est intéressant, c'est... Ouais, vas-y, pardon.
Non, enfin, voilà, note ta pensée parce que je voudrais pas la priver, mais je voulais juste te montrer quelque chose. On est arrivé tellement loin dans cette logique-là que partout sur la planète, pour des raisons différentes, de guerre, de génocide, de tout ce qu'on veut, de famine, d'immigration, de tout ce qu'on veut, il y a des millions et des millions d'enfants qui meurent et ça trouble personne. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. N'importe quelle espèce vivante, qu'elle soit, bon, les pierres, on n'a pas encore compris que c'était vivant, mais un jour ça va venir. Enfin, disons le végétal, parce qu'on voit plus sa croissance que les pierres. Et les animaux, on voit bien que l'espoir de vie est dans le petit. Alors, c'est pas pour aller mépriser tous les autres, hein, on serait bien embêtés sinon, mais inexorablement, notre avenir, il est de mourir. Bon. Donc, si on abîme, si on méprise, si on malmène ce qui est porteur de vie, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, ça choque quasiment personne. Alors, je dis pas qu'il n'y ait pas quelques personnes conscientes, mais tu parlais de récit global qui fait pas bouger les gens. Voilà, des millions d'enfants meurent partout sur la planète pour des tas de raisons. Ben, on s'en fout. C'est incroyable, ça, quand même. Bah, oui, oui. Alors, merci, tu vois, de souligner ça parce que ça montre précisément l'effet que ce récit a sur nous. Parce que, voilà, tu évoques ça. On pourrait encore évoquer beaucoup de comportements aujourd'hui qui deviennent de plus en plus quand même pratiquement pandémiques, quoi. C'est-à-dire, les gens réagissent de moins en moins, bien sûr, à l'état du monde, mais ça, c'est encore très lointain. Mais ils réagissent de moins en moins simplement à ce qui se passe juste à côté d'eux, tu vois. C'est que mon voisin de palier souffre, j'ai une personne âgée, ça va pas bien, etc. Bah, je lui dis, bon, bah, c'est son problème, hein. Il y a des pouvoirs publics pour s'en occuper. Moi, c'est pas mon souci à moi, en fait. Il y a des SDF de plus en plus dans la rue. Oui, bah d'accord. Que font, que fait l'État, que fait machin, quoi. Moi, ma responsabilité, c'est d'aller voter, et encore, si je le fais, quoi, parce qu'il y a de plus en plus d'absentéisme, c'est que plus personne n'est touché par rien. Donc, en fait, ce que tu décris, c'est l'indifférence. En fait, voilà, c'est l'indifférence. Et qu'est-ce que c'est l'indifférence pour moi? L'indifférence, c'est le résultat d'une absence de lien. C'est-à-dire, je me sens plus relié à quoi que ce soit. Je suis pas relié à mes voisins. Je suis de moins en moins relié même à mes amis, hein, parce que finalement, bon, on fait un peu des rapports de surface et tout ça. Mon boulot, ça me fait chier, ça m'intéresse pas, etc. Mais surtout, je suis même de moins en moins relié à moi-même. C'est-à-dire, mes propres émotions, ça me gêne, ça me perturbe, en fait. Donc, je vais me couper de plus en plus, je vais me mettre dans une bulle dans la bulle, quoi. Et en fait, effectivement, je suis dans un état d'indifférence complet vis-à-vis de tout. Pour éviter quoi, finalement? Pour éviter de souffrir. Je ne veux plus souffrir. Surtout pas. Voilà. Et Donc, comment je fais pour éviter de souffrir? Armure, 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 armure. J'arrête pas de renforcer l'armure, l'armure, l'armure. Et plus rien me touche, en fait. Et là, effectivement, je ne souffre plus. Ça marche. c'est l'illusion. Tu vois, il y a plus de souffrance, mais il y a plus de vie, quoi. Et c'est vraiment ça, le récit des enfants nuants, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une croyance, hein, qui est derrière aussi, qui est, mais finalement, de toute façon, à quoi bon? Tu vois? Je vais faire des efforts, je vais travailler sur mes émotions, je vais confronter à mes peurs, machin, pour qu'à la fin, finalement, je meure et il n'y a rien derrière, quoi. Donc déjà, c'est intéressant. Tu vois, quel effet a un récit qui me dit, quoi, que finalement, après mon existence, il n'y a rien? Quel effet a un récit qui me dit que de toute façon, la seule chose qui existe, c'est le physique. Et de toute façon, dans le physique, rien n'a de conscience. Rien n'est vraiment vivant, etc., etc. Et là, en fait, on est en plein dans le cercle vicieux. Ça, c'est vraiment la partie la plus passionnante. C'est que un rationaliste, tu vois, vraiment quelqu'un qui est sous l'emprise du mental rationnel, te dira oui, monsieur, mais c'est la vérité. C'est vrai. C'est ce que démontre la science depuis des siècles. Toutes les expériences qu'on fait scientifiquement nous démontrent que l'univers est matériel, démontrent le déterminisme, démontrent qu'il n'y a rien après la mort, etc. On a démonté, débunké d'ailleurs, tout ce qui prétendait dire le contraire, etc. Et là, c'est fascinant parce que, je reviens à ce qu'on disait tout au départ, le récit est tellement puissant, il a tellement d'emprise en fait sur notre conscience, qui finit en fait par se manifester parce que nous croyons être des faits. Voilà. C'est ça qui est le cœur du cercle vicieux, c'est que rien ne pourra jamais démontrer à un sceptique qu'il a tort. Rien ne pourra jamais démontrer à un matérialiste qui est juste autre chose que ce qu'il perçoit en fait de la réalité. Et là, c'est là que le récit des enfants du néant a réalisé une opération extrêmement intéressante, c'est qu'il s'est complètement confondu avec ce qu'on croit être le réel. Voilà. Quand je dis on, évidemment pas tout le monde, mais c'est quand même devenu vraiment dominant aujourd'hui. Et ce qui est assez fascinant, c'est que du coup, où est parti le récit des enfants de la source, hein, parce que la conscience a absolument besoin, tu vois, de ce récit de lumière.
Elle a absolument besoin de croire dans la magie. Elle a absolument besoin de croire dans l'amour. Elle a absolument besoin, en fait, tu vois, de s'ouvrir, finalement, à la vie. Et où est-ce que c'est parti tout ça? C'est parti dans la fiction. C'est-à-dire que la totalité de nos besoins de conscience les plus profonds, on les joue dans des univers dont en même temps le récit des enfants du néant nous dit en permanence oui mais c'est pas vrai. Tu vois. Et d'ailleurs même la structure, c'est fascinant, tu vois, la structure, quand on regarde la télévision, on te montre d'abord les nouvelles ça te tue, ça te désespère en disant mais l'humanité elle est foutue, l'être humain est complètement corrompu, les gens sont mauvais, machin, tout ça. Et derrière, la petite pub et le film, où là tu es dans l'univers de magie, quoi. Le Seigneur des Anneaux, c'est formidable, des grandes aventures, des machins, etc. Et là, notre conscience est complètement coincée là-dedans, et tourne en rond là-dedans. En fait. Sauf quelques-uns qui décident de pas rester coincés dedans. Donc, qu'est-ce que tu verrais déjà, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce point-là ou est-ce que tu voudrais mettre quelques graines, quelques germes d'optimisme pour la conclusion de l'entretien? Oui, alors il ne s'agit pas complètement afin de tuer les auditeurs en leur disant ah, franchement, c'est foutu, regardez le récit des enfants du néant, il a fini par prendre complètement le contrôle de l'humanité. D'abord, en fait, je pense que tout ça avait un sens. Voilà. La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas par hasard que ça s'est produit comme ça. Le récit des enfants du néant, il va venir en fait en réalité aussi fertiliser le récit des enfants de la source. D'ailleurs, on le voit très très bien parce que quand les premières civilisations commencent à apparaître, il y a justement voilà, des individus qui restent très conscients de ce qui est en train d'arriver, qui vont observer les effets de toutes ces inventions techniques, l'écriture, le droit, etc., et comment ça va artificialiser la conscience humaine. Et ils vont commencer à produire les premières réactions par rapport à ça, qui vont être les premières spiritualités complexes. Donc là, je pense au brahmanisme, je pense à l'hindouisme, je pense au taoïsme, je pense à l'hermétisme, etc., qui vont apparaître déjà à la haute antiquité. Et ça montre quoi en fait? Ça montre que le récit des enfants de la source, il est aussi quelque part un peu paresseux d'une certaine manière, et pour se développer, lui-même pour se complexifier, pour s'approfondir, il va avoir besoin d'un aiguillon, il va avoir besoin, tu vois, quelque part d'un stimulant, et c'est précisément à ça que sert le récit des enfants du néant. Donc finalement, je les vois plutôt comme deux partenaires de danse à travers toute l'histoire de l'humanité, qui à travers les philosophies, à travers les religions, les spiritualités, à travers les sciences, vont tout le temps se combattre, et en se combattant, ça va créer une espèce de champ de tension, où tous les narratifs que vont produire l'humanité, alors là, vont vraiment exploser dans leur profondeur, leur richesse et leur diversité. Donc déjà, expliquer que le récit des enfants de la source, en fait, il est nécessaire. C'est une première chose à dire. Simplement, aujourd'hui, je pense on s'est écarté de la ligne magique. La ligne magique, c'est ce que j'appelle, tu vois, la ligne magique, c'est la tension fertile entre les deux, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de temps en temps d'aller du côté des récits des enfants du néant, d'être un peu dans le blues existentiel et métaphysique. C'est intéressant parce que ça nous ouvre un certain type de profondeur, on va dire. Mais il faut garder quand même cet équilibre. Et là, je pense qu'on a un peu trop basculé du côté du récit des enfants du néant et qu'il va falloir trouver des manières, effectivement, de retrouver ce jeu et cette harmonie, et cette danse entre les deux récits. Alors, tu parlais de tension entre les deux et effectivement, c'est quelque part le résultat de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on est tellement allé mettre la Terre sous tension avec la conviction qu'on n'a pas besoin d'elle et qu'on peut tout prendre d'elle, c'est-à-dire qu'on la considère comme objet et non plus comme sujet. Et là, on a quand même une poussée assez forte par toutes les personnes qui sont dans l'écologie de près ou de loin, enfin dans tout ce qui pense l'Anthropocène et sa suite. On a quelque chose qui réouvre les possibles. Parce que concrètement, là, c'est plus une peur fantasmée ou qui soit le fruit de nos peurs intérieures ou collectives, c'est qu'on sait fabriquer les conditions de notre propre mort en accéléré. Pourtant, on était convaincus qu'on allait tous mourir individuellement, ça on en avait quand même la preuve depuis quelques millions d'années, mais non, ça ne nous a pas suffi. Donc, n'ayant aucun autre prédateur que nous-mêmes, on s'est dit, tiens, on va jouer à un jeu, on va s'auto-prédater et puis on va se tuer tous ensemble, ça va être rigolo comme histoire. Et donc, face à ça, et alors la Terre s'en remettra, nous non, a priori, si on continue. Et donc, ça crée un sursaut. Alors, ça crée ce que tu aimes bien aussi, c'est d'écrire plusieurs types de scénarios et d'imaginaires. Donc, la dystopie va bon train. Bon, on peut être dans cette logique-là et d'autres.
Mais ça fait à la fois un foisonnement de récits et un foisonnement de possibles, et surtout, ça dit, et si, ce qu'avait nommé Weber, et si on réenchantait le monde, c'est bien, on l'a bien désenchanté, là, et si on venait vers quelque chose. Donc, je dirais que c'est à la Freud, c'est à force de pousser Thanatos que soit on y passe carrément, et donc, voilà, c'est un souvenir du vivant, soit on réveille notre héros avec un aiguillon phénoménal. Je te repasse la parole. Ouais, merci Christine. Alors d'abord, je pense que c'est très important de reconnaître que les deux sont possibles. Moi, je respecte profondément le libre arbitre, individuel et collectif, et je crois que l'avenir n'est pas décidé d'avance. Donc d'abord, je respecte notre décision, quelle qu'elle soit. Bon. Après, comme tu le disais, c'est très très juste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 options, finalement, malgré les millions de scénarios possibles qui peuvent s'enclencher. Il y a une option qui est l'effondrement, c'est que tout simplement, on n'arrive plus du tout en fait à maîtriser les machines s'emballent, tout ce qu'on a produit en termes de surcomplexité, et ça finit par détruire l'humanité. La deuxième option, c'est une forme de conservation, c'est-à-dire en gros, le récit des enfants du néant continue à se développer. Donc ça, c'est des scénarios de type l'élite transhumaniste qui prend tout le contrôle de la planète, qui devient immortel, etc. Des choses un peu comme ça. Des scénarios un peu à la Blade Runner aussi, voilà, le contrôle des mégacorporations, les États disparaissent, etc. Contrôle de la conscience par la technologie, bon, ça c'est une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est effectivement le basculement. Et ça, alors je sais pas ce qui va arriver, tu vois, mais moi évidemment, je serais assez intéressé par un scénario de ce type-là. Et je crois qu'il est pas du tout impossible, tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que la danse du récit des enfants de la source et du récit des enfants du néant, ça prend vraiment l'image du Tao. Et en fait, le Tao, c'est quelque chose où tu as une accumulation tu vois, des ténèbres, jusqu'au moment où le petit point de lumière, tout d'un coup, hop, va complètement basculer et redevenir en fait la base du nouveau récit. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour la raison que tu soulignais, c'est qu'au fond, c'est une exploration de conscience. La vie a envie de tout essayer, et notamment, elle a envie d'essayer de voir ce qui se passe si elle se coupe de son propre flux. Tu vois, c'est l'amour qui fait des expérimentations. Je pense à Hegel, au début de la phénoménologie de l'esprit, qui disait, mais finalement, le réel est un jeu d'amour avec lui-même, quoi. Et l'une des possibilités de l'amour, c'est de dire, tiens, et si je faisais semblant de pas exister, quoi? Et si je m'enfermais dans des labyrinthes et des prisons de pensée tellement complexes que plus jamais je vais réussir à m'en trouver là-dedans, en fait. Et je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on est quand même allé tellement loin dans l'exploration du récit du néant, que même les gens qui le soutiennent, ce récit officiellement, sont épuisés, en fait. Non, mais vraiment, ils en ont marre. C'est-à-dire que quand tu les vois, moi j'en connais quelques-uns, quand tu discutes avec eux en privé, les pontes, les machins, qui te disent non, mais rationnel, machin, tout ça, en fait, ils n'en peuvent plus, quoi. Et d'ailleurs, comme par hasard, t'as des trucs comme ça, et puis ils vont partir, justement, faire des trucs d'ayahuasca, voir des chamans, voir des trucs, en fait, parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Et parce qu'au fond, on a beau se raconter ce qu'on veut, en fait, la conscience, elle n'est pas construite pour ça, quoi. En fait, nous avons besoin de magie parce que nous sommes des êtres qui provenons de cette source. C'est ça la réalité. Puis on a besoin de vivre. C'est-à-dire que si tu étais en train de souligner, si ces personnes se nourrissent uniquement de rationalité pour expliquer quand bien même la fin du monde ou autre chose, c'est sec. Le truc, il est super sec, donc ils sont pas nourris. Je voulais juste rebondir sur quelque chose pour justement pour nourrir ton propos. On voit aussi, en comparaison de ce qui était, enfin, en complément de ce qui était dit tout à l'heure sur l'explosion des récits et l'instrumentalisation qu'on a dite du néant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la plupart des médias mondiaux sont contrôlés par ceux qui jouent le néant, pour faire simple, résumé. Ouais, tout à fait. Et donc, ça invisibilise majoritairement ceux qui sont porteurs d'autre chose. On l'a bien vu avec les élections de Trump, où on s'est dit, mais que fait l'Amérique? Et on peut imaginer qu'il ne faisait pas rien, mais ce qu'il faisait n'était pas forcément visible pour nous en France. Et donc ça, c'est un truc qui est tout à fait intéressant et qui peut donner de l'espoir. Ça me fait penser au bambou. Pendant 5 ans, on ne voit pas un bambou pousser. Par contre, le jour où il a poussé, c'est foutu. On ne pourra plus l'enlever après. Et donc, le rhizome de ceux qui nourrissent le basculement, c'est pas qu'une envie idéologique, vouloir nourrir un certain type de récit par rapport aux autres. C'est aussi une réalité dans la dynamique taoïste que tu mentionnes.
c'est que c'est pas parce que tu essaies de l'invisibiliser par les médias que ça n'existe pas. Et donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, et beaucoup ont essayé de travailler sur la notion de tipping point, de rendre visible, de faire tous les essais possibles et imaginables pour rendre visible, sauf que ça reste tellement dans l'entre-soi que finalement c'est visible que de ceux qui sont dedans et personne ne se rend compte que ailleurs qu'il y a ça qui existe. Donc voilà. Mais néanmoins, il y a quelque chose de l'ordre d'un mycélium particulier qui se crée, d'un rhizome qui se crée, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas toute cette résilience racinaire qui est sous la terre et qui fait pousser une forêt. Et il y a quand même de fortes chances que même si la vie la vie pour jouer elle dit, et si on enlevait la vie, ça donne quoi? Il est fort possible que la vie mette un grand coup d'accélérateur pour dire, bon, bah, finalement, j'ai compris, on va jouer à la vie. Bah oui, exactement. Et en fait, pour moi, la réponse à ça ne peut pas venir en tant que telle d'un système. C'est plus possible parce que justement, les systèmes intellectuels ont été beaucoup trop porteurs de cette stérilisation de la vie. Elle peut pas venir. Alors, je dis ça paradoxalement, alors que moi-même, je produis des systèmes, j'écris des bouquins, des machins, etc. Je pense que ça peut simplement venir d'incarner totalement, tu vois, vraiment le récit des enfants de la source dans son corps, dans son existence, dans son expression. C'est-à-dire que je pense que peut-être, hein, c'est une hypothèse, on est en train de vivre l'espèce de grand final, tu vois, le grand bouquet final du récit des enfants du néant, qui nous met dans un tel degré d'angoisse et d'ennui et d'indifférence et de machin, etc., que ça y est, bon, ok, on fait vraiment cette expérience dans sa pureté, quoi, on dit ok, voilà, vraiment rien n'a de sens, la vie, machin, tout ça. Même quelque part, l'apocalypse est soporifique et chiante à la fin, quoi, tu vois. Et justement, par rapport à ça, là, on se met vraiment en état d'aller recevoir aussi la pureté de la révélation de ce que c'est le désir quand il devient complètement libre, en fait. On se met en état de recevoir vraiment la vie, tu vois, de la canaliser et de la prendre comme ça, mais vraiment comme un camion de 10 tonnes, quoi, qui t'arrive dessus en disant, mais en fait, putain, la vie, c'est ça, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est... Et si j'ai encore une minute, je peux peut-être te raconter une petite expérience que j'ai faite, justement, quand je suis allé voir là, les chamans en Colombie pour faire l'expérience de l'ayahuasca, là. Et l'un des trucs que je voyais, à un moment, c'est des visions cosmiques, quoi. Et tu vois, en fait, il y avait une espèce de message qui m'arrivait qui me disait, ben, on va te montrer un peu ce que c'est, en fait, si vraiment vous déconnez, quoi, entre guillemets. Et là, je voyais Apocalypse, quoi. Toute la vie disparaît sur Terre. Merde, quand même. Puis après, le film en accéléré, et la vie repart, quoi. Et là, tu vois, comme un torrent, quoi. Et donc, tu pensais que c'était grave, c'est pas grave du tout, en fait. Mais tu penses que c'est grave si, par exemple, admettons, en fait, il y a un système solaire qui pète. Et là, tu vois, je vois des systèmes solaires qui sont écrabouillés, des machins, force gravitationnelle, tout ça. C'est pas grave du tout. Et là, je voyais, en fait, même une galaxie, parce que ça arrive, hein, des galaxies s'entrechoquent, hein, c'est des phénomènes cosmiques qui se produisent. Et là, tu vois une galaxie qui explose, quoi. Et tu penses que ça, c'est grave? Pas grave du tout. Et à la fin, je voyais l'univers qui disparaît, hein, parce qu'à un moment, l'univers, semblerait-il, quels que soient les modèles cosmogoniques, finit par avoir une fin. Et là, on me dit, mais la vie, c'est très largement, c'est rien, ça. C'est rien, c'est un torrent, en fait. C'est un truc tellement titanesque que ça repart sans arrêt. Ça repart, ça repart, ça repart. Et moi, je pense que là, on est vraiment en situation de s'émerveiller vraiment de ce qu'est la vie. Puisqu'on l'a tellement nié de toutes nos forces. Tu vois, on a tellement, en fait, expérimenté sa stérilisation totale par le mental rationnel que ça y est. On peut enfin s'émerveiller profondément de ce qu'elle est. Donc oui, je pense que c'est possible que ça s'embrasse. De façon très étonnante, parce que la vie a dans nous surprendre. Alors, je préférais qu'on reste sur cette jolie note pleine d'espoir qui résume bien ton propos jusqu'ici, si ça te convient, parce que c'est vraiment chouette comme fin. Ça te va si on interrompt à cet endroit-là? Ça me va parfaitement bien, voilà. Se laisser surprendre par la vie.